Cette information officielle, comme toute information, est bien évidemment au service d'un pouvoir. Toute information, derrière une information, on a même pu dire que qui détient l'information détient le pouvoir. Et que, sans d'ailleurs nécessairement parler de manipulation de l'information, en fonction des opinions que l'on a ou des objectifs politiques ou administratifs que l'on peut avoir, eh bien, on peut privilégier en quelque sorte ou mettre en avant une information plutôt qu'une autre. Il peut également y avoir, sur un mode plus conscient du coup, la volonté de cacher des informations ou de les mettre un petit peu de côté, partant éventuellement d'ailleurs du principe de bienfaisance qui consiste à ne pas alarmer les populations, mais partant aussi d'un autre principe qui consiste à dire, oh là là, il s'est passé quelque chose sur le plan de la sécurité sanitaire qui n'est peut-être pas nécessaire de porter à la connaissance du grand public. Cette voie est manifestement actuellement vouée à l'échec. Vouée à l'échec. Nous ressusciterions une société avec une information totalitaire, si je puis m'exprimer ainsi, qui ne correspond pas aux attentes du public. Donc quand bien même il y aurait un site national d'information en santé, cela n'empêcherait pas des informations parallèles ou parasites de circuler, notamment via des réseaux sociaux, par un Internet libre. Hein, on voit bien ce qui peut se profiler. Envoyer dans le public des informations, je vais dire brutes, qui procèdent à des amalgames, notamment sur le cholestérol, ou peut-être y a-t-il des prescriptions de statines anticholestérol qui sont inutiles, mais on ne peut pas faire un amalgame en disant la plupart du temps c'est inutile, puisqu'il y a des patients très particuliers pour lesquels c'est impératif de prendre ce médicament afin d'améliorer leur survie, hein, lorsqu'ils ont eu un problème coronarien par exemple, et qui actuellement, et on le voit tous les jours à nos cabinets, en cardiologie ou en médecine générale, des patients qui arrivent vraiment désorientés. Ils ont mal reçu l'information. Parce qu'un professeur, dont ce n'est pas la spécialité d'ailleurs, ouais, dont ce n'est pas la spécialité, a dit que, alors le professeur, il a dit que, et la télé et les médias en général ont amplifié ce phénomène. Et vous pourrez noter que la haute autorité, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la haute autorité a publié un communiqué à cet égard qui est tout à fait remarquable, car elle a remis les points sur les i, ce qui nous ramène finalement à mes propos introductifs, c'est-à-dire que s'il y a un centre régulateur, en quelque sorte, sur la qualité de l'information, eh bien, ça recréera de la confiance, de la sérénité du grand public en matière d'information. Alors, quel peut être le rôle de l'État ? C'est effectivement de se proposer, à notre sens, de fournir un cadre, de donner des orientations pour que le grand public ait effectivement à sa disposition un portail qui lui permettrait de se connecter à partir du portail à des sites différents. Le rôle de l'État est également de favoriser effectivement le parcours de santé, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire de donner des informations de nature médicale ou médico-sociale, à travers lesquelles d'ailleurs peuvent être véhiculés de grands messages de santé publique, notamment d'ailleurs pour ce qui concerne la prévention. Alors,
ça existe déjà, si je puis dire, mais ça existe déjà sous une forme qui est extrêmement morcelée, puisque l'assurance maladie met à la disposition du public un certain nombre d'informations via Amélie. Le Conseil national de l'ordre des médecins lui-même a un annuaire public qui peut être consulté par les usagers. Nous allons d'ailleurs le renforcer. Leurs qualifications, leurs compétences, un exercice éventuellement un peu restreint. Prenons l'exemple d'un cardiologue qui ne s'occupe que des enfants. Eh bien, il peut indiquer sur le site qu'il fait de la cardiopédiatrie et que si vous êtes une personne âgée, ou enfin si vous n'êtes pas un enfant, bah, c'est pas spécialement lui qu'il faut voir, si vous voulez. Il pourrait indiquer également, évidemment, le secteur conventionnel où on pourrait faire un lien direct à partir de cette fiche vers Amélie. Il est très important en matière d'information en santé qu'il y ait un regard et une expression et une rédaction que je vais qualifier de journalistique, de vulgarisation de l'information, et vulgariser de l'information en général, mais de l'information en santé en particulier, ça s'avère très compliqué, parce qu'il faut être accessible, mais en même temps il faut être exact. Derrière l'information quotidienne, exprimée en termes accessibles et profanes, la personne puisse retrouver les informations scientifiques, proprement scientifiques, beaucoup plus complexes, qui se trouveraient derrière. Cela est une vocation de la haute autorité de santé. Non seulement une vocation, mais cela fait partie de ses missions légales, ses missions législatives. Et c'est très compliqué de vouloir à la fois faire sérieux et de faire accessible. Donc nous avons d'ailleurs travaillé avec la haute autorité à cet égard. Et dans un premier temps sur ce portail national, il faudrait que toutes les autorités, agences, toutes les instances qui sont concernées par le monde de la santé puissent se réunir en quelque sorte et arriver à un modèle et une démarche commune mettant une information accessible à la disposition du grand public. Chose. À la condition, rajouterons-nous, que ces forums soient modérés et qu'il y ait un professionnel de santé, je ne dis pas nécessairement un médecin, mais qu'il y ait un professionnel de santé pour modérer le forum, afin que s'il y a vraiment des appréciations, des opinions complètement farfelues, voire illuminées ou sectaires, qui sont postés sur le forum, et bien que le modérateur puisse les supprimer ou les nuancer a posteriori. Sur les forums, on voit aussi des gens qui sont délirants. Bien évidemment, c'est même un refuge pour délirants, ces systèmes de communication. Ils ont l'impression, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, d'être en lien avec le monde entier. Hein, donc il faut faire attention aussi à cette dérive où les personnes les plus vulnérables pourraient se trouver embrigadées. Il y a une multitude d'émetteurs, si bien que le récepteur, en l'occurrence le citoyen, le patient et la personne, ne sait plus à quel saint se vouer. Trouve des informations contradictoires, analyse ces informations contradictoires comme des discordances et ne sait plus quoi faire. Et finalement, une personne peut finir par trouver ce qu'elle cherche, c'est-à-dire ce qu'elle voudrait qu'on lui dise, et non pas que, vous voyez, subjectivement. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une coordination et qu'il y ait donc un organe central qui, sans prétendre à l'hégémonie, mais en quelque sorte
supprime ces foyers ectopiques. Ils existeront toujours, hein, mais comme l'organe central délivre une information fiable, une information vulgarisée, une information attendue finalement, eh bien le grand public se réfère naturellement à ce portail. Il ne faut pas craindre finalement l'accusation de vouloir étouffer les dissidences, hein, mais de dire ben, chacun fait ce qu'il veut, on est dans une société de liberté de l'information, mais je vais faire en sorte, moi, État, que le système d'information national, alors ne soit pas verrouillé, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, mais délivre une information correspondant aux attentes du public. Ce qu'il faut dire qu'il faut les concevoir en amont, mais il faut que ce soit en quelque sorte un portail qui soit en permanence en bêta-test, et qu'en permanence, en fonction des retours de l'interactivité qui pourra exister également avec l'usager, eh bien, il y a une amélioration de ce portail. Et il est nécessaire qu'il y ait une interactivité. On voit bien actuellement, et vous le savez bien, la vivacité des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe actuellement via Twitter en particulier? Moi, je suis un usager de Twitter. Eh bien, quand quelqu'un se pose une question, je me place du côté des professionnels, des médecins en particulier. Quand un médecin se pose une question, il va interroger Twitter sur ses followers, et finalement, il va avoir souvent une réponse qui va venir de multiples sources, mais, alors lui c'est un professionnel, donc il pourra croiser ses sources, et il pourra très rapidement résoudre son interrogation. L'exemple de l'Osservatore Romano, ça ne doit pas être le dogme, mais ça doit être un portail interactif pour l'information en santé. Il faudrait qu'il y ait une bonne concertation entre le ministère de la Santé, le ministère de l'économie numérique, puisque comme on est sur un portail, et donc le ministère de l'Industrie, enfin l'économie numérique, l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie actuellement elle mène sa propre politique d'information en santé, faute d'existence d'autre chose. Source fiable d'information, c'est le médecin. En santé, c'est le médecin. Arrivent ensuite les infirmiers, ou les infirmières. Arrivent ensuite les pharmaciens. Nous n'avons pas été au-delà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on a un problème, une interrogation en matière de santé, il vaut mieux s'adresser à un professionnel de santé, à un médecin en particulier, mais pas que les médecins. Le pharmacien, par son contact avec la population à l'officine, derrière le comptoir, il a un rôle à jouer. D'ailleurs, il suffit que vous rentrez dans une pharmacie et vous vous apercevez que beaucoup de personnes vont voir le pharmacien en disant j'ai telle chose, qu'est-ce que vous pouvez pas me donner un petit machin en attendant, etc. Et que donc le pharmacien a un rôle important et le corps infirmier. Hein, qui est... Donc la première, et alors les Français nous disent que la première source fiable, ce sont les professionnels de santé, et que l'Internet actuel arrive bien derrière, parce que quand on recherche de l'information, on est nécessairement dans une situation d'inquiétude, puisqu'on se pose une question. Et quand on se pose une question en matière de santé, si ça concerne soi-même, selon qu'on est, c'est qu'on est probablement un peu pessimiste et on va avoir tendance à ne retenir de l'information que les cas graves. Moi je viens d'avoir la grippe, j'ai la voix un peu couverte, si je vais sur Internet, on va m'apprendre que j'ai peut-être un cancer des cordes vocales. Et donc je ne suis pas capable de faire cette, enfin pour l'usager, de faire cette hiérarchisation. Et donc le professionnel de santé peut bien sûr relativiser. Donc c'est la première source fiable. Et il ne faudrait pas faire un portail. Il ne faudrait pas faire un portail qui néglige cette dimension,
qui supprime en quelque sorte la relation personnalisée, la relation interhumaine dans la délivrance de l'information. Et ça peut être un des pièges. Un portail ne remplacera pas le professionnel. Il doit venir au contraire, c'est notre point de vue en tout cas, en soutien du professionnel. Et que le professionnel de santé, bien sûr, et le médecin, il devrait être prescripteur d'informations. Il prescrit actuellement des médicaments. Eh bien, il devrait être également prescripteur d'informations. Vous savez, la parole apaise, rassure, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours, disait Pasteur comme devise de la médecine. C'est une belle médecine, bon, un tout petit peu paternaliste, c'était le siècle de Pasteur. Mais quand même, c'est très vrai. Et donc nous pensons que le médecin doit être également prescripteur d'informations. Ce que l'on entend par là, c'est que dans la relation singulière, lors d'une consultation médicale, nous allons informer le patient de ce qu'il a, de ce qu'il faut faire et des médicaments. Très souvent, même si les explications sont claires et simples, et sont reformulées, comme on dit, pour s'assurer que le patient a bien compris, il y a une sidération psychologique, je vais appeler ça comme ça, ou psycho-intellectuelle, qui fait que le patient va ou bien ne rien retenir parce qu'il est d'un tempérament optimiste et que tout ça, ça lui glisse comme l'eau sur les plumes du canard, ou bien en fait, il ne va retenir que des éléments qui, pour lui, sont des éléments de gravité. Je vais lui dire, par exemple, je vais prendre une situation sérieuse, un patient âgé a un souffle cardiaque et on arrive à un diagnostic de rétrécissement des valves aortiques. Il arrive un moment où la seule possibilité est une possibilité chirurgicale. On va donc dire au patient, eh bien, on va vous opérer de vos valves aortiques. On a beau prendre toutes les circonlocutions qu'on veut, au bout d'un moment, il faut bien lui dire, il faut vous opérer. On peut continuer de lui donner toutes les explications qu'on veut, il a les yeux dans le vague, et on voit bien qu'il n'imprime pas. Ça rentre par là, ça sort par là, ça n'imprime pas. Et si on lui dit, mais vous avez bien compris ce que j'ai dit? Oui, docteur, mais est-ce que c'est grave? Et la question, est-ce que c'est grave, revient un peu en boucle, traduisant une sidération psychologique. Une des solutions est que le médecin prescrive de l'information, c'est-à-dire dise à ce patient, vous avez donc compris ce que je vous ai dit, je vais vous revoir dans 15 jours, un mois, enfin je vais vous revoir dans quelque temps, dans la préparation, en quelque sorte, de cette intervention. On n'est pas dans une situation d'urgence. Allez consulter des informations qui vous permettront de mieux comprendre et d'approfondir en quelque sorte ce que je vous ai dit, si bien que la personne devant Internet, et y compris d'ailleurs par accès au portail, incorporera l'information à son propre rythme, son propre biorhythme en quelque sorte, son propre rythme psycho-intellectuel, ce qui n'a rien à voir avec son niveau culturel, hein, n'a rien à voir avec son niveau culturel. Et c'est donc à son propre rythme cette personne incorporera l'information. Alors si le portail est très bien fait, ben, elle comprendra tout. Si le portail a encore des lacunes, elle ne comprendra peut-être pas tout, mais quand elle reviendra voir le médecin, c'est une personne qui aura évolué dans la compréhension, je prends l'exemple du rétrécissement aortique, mais on peut multiplier les exemples, dans la compréhension de ce qui va lui être fait, et finalement, elle sera apaisée, parce que ce que l'on redoute en médecine comme dans le reste, en fait c'est l'inconnu. Et à partir du moment où on a pu s'approprier, alors c'est pas forcément très agréable de se faire opérer, mais enfin, où on aura pu s'approprier l'environnement, il y aura une plus grande sérénité qui s'instaurera. Alors nous conseillons aux médecins de créer leur site internet, leur propre site,
et de mettre et de dire à leurs patients, par exemple, eh bien, allez voir mon site, vous aurez, en fonction des spécialités, bien sûr, vous trouverez des informations complémentaires. Mais plutôt que chaque médecin fasse lui-même son information, ce qui serait quand même très, très chronophage, de développer cette plateforme. Il faut que les médecins soient porteurs du projet. Porteurs du projet, associés au projet, voilà. Voilà. Pleinement associés. Associés, clairement associés. Et nous avons, nous, Ordre des médecins, à cet égard, un rôle important à jouer pour leur dire, ben oui, allez-y. Il y a actuellement beaucoup d'appréhension. Moi, je leur dis, écoutez, évidemment, quand on est passé de la tradition orale à la tradition écrite avec l'invention de l'imprimerie, il y a eu les mêmes peurs, les mêmes fantasmes. Justement, vous dites donc les médecins pourraient être prescripteurs et donc aussi contributeurs. Évidemment. Alors la contribution serait centralisée par exemple au niveau du CNOM, ou bien ce serait une ouverture par association de médecins? Oui, non, alors voilà, le CNOM n'a pas, c'est pas sa vocation, c'est pas sa mission. Les médecins pourraient être contributeurs. Chaque médecin ne peut pas être contributeur, ou alors on va là aussi susciter des égos disproportionnés. Je détiens la vérité professionnelle. Ce sont des formations collégiales qui réunissent, et c'est un gros avantage, des praticiens libéraux, l'exercice ambulatoire, on va dire plutôt, et des praticiens hospitaliers. Ces praticiens hospitaliers étant généralement membres des sociétés savantes. C'est-à-dire que la société savante fait partie du conseil professionnel, mais à côté des savants, il y a des praticiens. Non pas que les hospitaliers ne sont pas non plus des praticiens, oui, mais enfin c'est la recherche hospitalo-universitaire, et puis il y a les praticiens. Et donc ces conseils professionnels, ils ont été constitués d'ailleurs pour le développement professionnel continu, formation médicale continue, développement professionnel continu, mais on pourrait leur donner également la fonction de donner en quelque sorte des conduites à tenir qui ne s'adresseraient pas aux professionnels, mais qui s'adresseraient au grand public. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enrhumé? On va s'acheter des mouchoirs, parce que finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est pas la peine de se livrer à toute une grande exégèse sur la nature du rhume et la façon de le combattre, mais peut-être faut-il mettre en garde sur un certain nombre de médicaments vasoconstricteurs, etc. Mais quelque chose qui... C'est ça que cherche le public. C'est ça que cherche le public. Et que donc ces conseils professionnels, puisque les médecins seraient également producteurs d'informations, mais ils seraient producteurs d'informations par leurs organisations représentatives. Et le Conseil national, en revanche, peut se proposer de faciliter cette contribution. Nous demandons à ce que sur les sites internet des médecins figurent effectivement les horaires de consultation, l'accessibilité des locaux, c'est également un élément important par rapport aux personnes âgées ou handicap, le secteur de la convention, les principaux honoraires pratiqués, les qualifications professionnelles, bien sûr, enfin tout ce qui est nécessaire à l'information du public sur un plan et sur un mode extrêmement concret. Ce qu'a commencé d'ailleurs à faire Amélie, puisque quand vous allez sur Amélie, vous avez ces éléments d'information. Mais là aussi, il faudrait mieux les structurer. Et est-ce que les professionnels de la médecine est-ce que vous les sentez prêts à diffuser ce type d'informations, ou pour le moment c'est plutôt un frein? Est-ce qu'il y a plutôt des réticences à vouloir donner des informations sur sa pratique ou ses tarifications ou son accessibilité? Non, je crois, oui. Alors si vous voulez, la première, là aussi il faut que ce soit facile à faire, c'est-à-dire que la première activité d'un médecin ou d'un professionnel de santé, enfin d'un médecin, c'est de faire de la médecine.
Mais donc il ne faut pas que des obligations en quelque sorte supplémentaires pèsent sur lui, mais ce que nous venons d'évoquer est une obligation réglementaire. Donc si le médecin a un site internet, ces informations doivent être portées sur le site. Pour accompagner ça de façon très concrète, de fournir un modèle de site qui sera d'ailleurs proposé, enfin il y aura plusieurs apparences, mais la structure sera la même, qui sera proposé aux médecins et qui sera produit ici en interne. On ne veut pas faire un site pour chaque médecin qui soit quelque chose de très compliqué. Si lui veut rajouter des orchidées, des fleurs bleues, etc., sur son site, il s'en occupera. Il ne faut pas qu'il en fasse de trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans la publicité. Hein. Mais nous produirons une page, en quelque sorte, hein, sur laquelle ces informations pourront être portées. Alors l'idée m'en est venue, d'une part je l'avais avant, mais l'idée m'en est venue par rapport à Google et Google Maps. Si vous allez sur Google Maps, vous pouvez avoir la géolocalisation des médecins, et même leur spécialité. Mais manque de peau, les spécialités, elles sont fausses très souvent. Et j'ai reçu 2 lettres là qui viennent de l'Ain, département de l'Ain, où des patients ont fait des déplacements pour un rendez-vous d'ophtalmo, alors qu'ils sont arrivés à un cabinet de dermatologie. Donc j'ai rencontré Google France, ça n'a pas été sans difficulté pour rentrer dans la Mecque de Google, et ils nous ont regardé évidemment en disant, oh là là, celui-là, avec ses petits points, moi je suis un grand géant américain. Pour l'anecdote d'ailleurs, ils ont dit, ah oui mais nous sommes une société américaine. Je dis peut-être, mais c'est pas le droit américain qui s'applique, puisque vous êtes avenue Hoche, et vous n'êtes pas l'ambassade des États-Unis, vous êtes une société privée installée en France. La CNIL, comme vous le savez, a également des difficultés, si je puis dire, avec Google. Et donc, nous avons dit, il est intolérable que vous ayez des informations sur Google Maps qui sont erronées. Cela nuit d'abord aux professionnels, parce qu'il y a eu un rendez-vous qui a été pris, et puis il ne voit pas le patient, puisqu'il venait pour autre chose. Donc c'est une plage de rendez-vous qui a été inoccupée. Et puis ça nuit aux patients, parce qu'il y a un patient, il a fait, le cas qui m'était rappelé, c'est une personne qui a été de Mâcon à je ne sais où, donc il s'est déplacé, bon. Alors Google a dit, ah bah oui, bon bah écoutez, il y a un outil où le médecin peut aller lui-même modifier, ce qui est quand même un comble, puisque le médecin n'a rien demandé pour figurer sur Google Maps. Or en France, on ne peut pas constituer de base informatique sans l'accord de la personne concernée. Donc je me suis dit, eh bien, nous allons faire renforcer en quelque sorte notre annuaire public, où il y aura également une géolocalisation. Mais du coup, ce sera fiable, puisque quelqu'un qui est inscrit au tableau comme cardiologue, c'est pas un dermatologue. Et donc, on aura une base fiable. Donc, ceci est en cours. L'idée, ça rejoint un peu, elle est probablement ambitieuse, mais enfin, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, c'est de dire, nous avons un annuaire fiable. Le médecin d'ailleurs qui ne veut pas figurer à l'annuaire, il y en a quelques-uns, nous le disent, ils ne veulent pas être à l'annuaire parce que voilà, ils veulent pas. Mais il y en a très très peu, évidemment, au contraire. Et que l'ambition est que, plutôt que d'aller consulter Page Jaune ou Google Maps, eh bien les personnes puissent aller consulter, se référer au site du Conseil national. Alors évidemment, s'il y avait un portail national, avec les données de l'assurance maladie, ben, nous souhaiterions y être associés.